On se rend compte que de plus en plus de Français sont laissés sur le carreau, et principalement les étudiants, tout simplement parce qu'ils n'ont parfois pas la possibilité d'avoir un job étudiant à côté de leurs études, où ils n'ont pas forcément le cercle familial qui convient pour être emmené, pour se développer convenablement. Donc à ces gens-là, effectivement, quand on n'a pas forcément tous les logements étudiants disponibles, on est obligé de les laisser sur le carreau. Il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quand on a tous cette image en tête, je ne sais pas si vous mangez parfois souvent des pâtes, mais il y a une espèce on se dit à chaque fois qu'on ne mangeait pas, tiens, mais ça c'est un plat que les étudiants mangent souvent parce que justement ils n'ont pas les moyens de manger autre chose que des plats simples et des plats finalement rudimentaires. Et ça aussi, c'est pas normal, parce que normalement, on devrait se dire que dans un pays qui est la 5e puissance mondiale, les étudiants devraient quand même avoir un meilleur pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a ceux qui font le choix de dire bon bah, tant pis, c'est comme ça, c'est notre sort. Et puis il y en a d'autres qui font le choix d'adhérer à des idées patriotes qui elles, ont pris conscience du problème réel qui existe et qui veulent enfin en finir avec cette priorité étrangère en matière de logement, en matière de santé, parce que vous savez que l'aide médicale d'État permet aux étrangers d'être remboursés à 100% de leurs frais de santé. Quid des Français qui, eux, bien souvent, ont des médicaments qui sont de moins en moins remboursés. Alors, il y en a d'autres qui, eux, adhèrent aux idées du Front National, ou du moins à celles du Rassemblement Marine, qui s'engagent, parfois pour des thématiques tout à fait diverses. Vous en avez certains qui adhèrent pour la question d'identité, parce que l'identité nationale, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, à l'heure où on tend à faire croire que notre pays, qui soi-disant ne représenterait que 1% de la population mondiale, devrait se fondre dans un magma européen et même mondial. Quand on écoute les propos de M. Attali, finalement, on devrait tendre à un gouvernement mondial, et les Français devraient être un peu les oubliés de cette mondialisation. Et avec ce problème d'identité, vous avez une sorte de triptyque qui est celui de l'immigration, du communautarisme et du laxisme. Parce que quand vous avez une immigration de masse qui, évidemment, fait en sorte de ne pas pouvoir intégrer ou assimiler, parce qu'évidemment, on parle sans arrêt d'intégration, alors qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est un modèle communautaire où on dit aux immigrés, bon bah écoutez, on va vous mettre dans les quartiers où il n'y a que des logements sociaux. Donc effectivement, on se doute bien que dans ces quartiers-là, vous aurez ensuite des situations extrêmement conflictuelles, puisqu'à côté de ça, vous avez le problème du laxisme, c'est le deuxième point, qui fait que on ne fait pas de répression, il n'y a pas assez de sanctions, parce que la sanction, c'est avant tout une dissuasion aussi pour ces délinquants. Et donc, on se retrouve avec des zones de non-droit. Et c'est parce que cette immigration est tellement massive qu'on ne peut plus assimiler. Si vous n'aviez, au lieu de 200 000, si vous n'aviez que 10 000 immigrés légaux par an, je pense qu'il serait beaucoup plus aisé, beaucoup plus simple d'avoir une vraie assimilation et donc d'avoir une vraie unité nationale. Je pense qu'on aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Il y a donc ce problème de l'identité. Il y en a beaucoup qui adhèrent à nos idées à cause du problème de l'identité, mais il y en a aussi qui adhèrent à cause du problème de l'emploi. Aujourd'hui, vous avez effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un problème avec le chômage qui gonfle de plus en plus, et on nous dit que la priorité nationale, c'est quelque chose d'absolument grotesque, raciste, horrible, et donc on n'en veut pas, on préfère continuer avec ce chômage de masse, on préfère continuer sans frontières, toujours moins de frontières, pour que nos entreprises, pour que nos salariés aillent sans arrêt la tentation de l'étranger, ce qui est tout à fait légitime quand vous n'avez plus de frontières. Mais si vous avez des frontières économiques, autant économiques qu'imigratoires, tout de suite on supprime certains effets néfastes, on incite nos salariés, on incite nos entreprises à rester en France, et aussi on décourage un certain nombre de personnes qui ont raison de considérer que la France actuellement est un Eldorado et qui viennent en France pour de multiples raisons, mais pas pour beaucoup, ne cherchent pas effectivement à s'assimiler. Et les questions aussi économiques, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît plus ou moins que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte, qui ne correspond plus du tout à notre économie, et qui permet aussi cette baisse du pouvoir d'achat, couplée avec la TVA qui est augmentée sans arrêt. Et quand vous faites l'addition, par exemple, quand vous achetez quand vous faites vos courses et que tous les produits sont taxés à presque 20%,
Vous vous rendez compte qu'à la fin, eh bien, vous avez une facture qui augmente, elle aussi, de 20%. Et vous calculez ça, vous ramenez ça sur le monde entier, et vous vous rendez compte de l'argent que vous dépensez, parce que simplement, ce sont vos besoins alimentaires, ce sont les besoins que notamment les étudiants ont, et ce n'est plus possible, évidemment, de continuer sur cette trajectoire-là, tant on fait de l'austérité, non pas sur les classes les plus aisées, mais sur les classes moyennes, les classes les plus défavorisées, comme on dit, et ce sont surtout ceux-là qui souffrent de cette politique d'austérité, de cette politique qui met toujours plus d'impôts pour les moins aisés. Et je crois qu'on est, surtout les classes moyennes et les classes populaires, je crois qu'on est solidaires, à mon sens, de cette évolution. Donc là, c'était quelques points que je tenais à rappeler. Et puis, en ce qui concerne l'université, je crois aussi qu'il est important, en rappelant que le collectif Racine développe ces idées-là aussi, je crois qu'il est important que les étudiants, qu'on tienne compte du mérite et du talent de nos étudiants, tant aujourd'hui on cherche là aussi à pousser, à ramener les meilleurs élèves à un niveau moyen, ce qui ne permet pas d'avoir un enseignement d'excellence. Parce qu'un enseignement d'excellence, normalement, permet, et ça je crois que les générations qui sont un peu plus âgées que moi ont sans doute pu le connaître. Vous aviez avant une vraie sélection qui se basait sur le mérite, sur le profil aussi des élèves, des étudiants. Et voilà, on n'avait plus, par exemple, il était impensable qu'aujourd'hui, en première année, ce qui est mon cas à la fac de droit, en première année, un tiers des élèves échouent et sont obligés soit de changer de voie, soit de redoubler, tout simplement parce que on a parfois des erreurs d'orientation, ou alors on ne leur a pas indiqué que s'ils avaient un profil qui n'était pas adapté, eh bien, il était extrêmement difficile de réussir sa première année. Ça a été aussi mon cas, puisque sortant d'une filière économique et sociale, on m'a laissé m'orienter vers une filière informatique, et j'ai dû me réorienter en milieu d'année, et ça a été une année perdue. Donc progressivement, comme ça, on cherche à détruire le fondement même aussi, qui devrait être le fondement même de notre instruction, c'est-à-dire un enseignement qui est fondé avant tout sur le mérite, le talent, et qui pousse les jeunes à atteindre le meilleur d'eux-mêmes, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Et on essaye, nous, au collectif Marianne, mais aussi au collectif Racine, d'améliorer cette situation, de proposer des solutions pour effectivement arrêter avec cette pente glissante qui n'a cesse de détruire cet enseignement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette intervention. Donc, tu parles de ton niveau par rapport au collectif Marianne. Juste une précision, le collectif Marianne a été créé quand Il a été créé le 8 mars, à l'annonce d'Henri Lemaire, et à ce titre, nous avons plusieurs coordinateurs. Le 8 mars, c'est ça, non? Oui, exactement, le 8 mars. Nous avons plusieurs coordinateurs interdépartementaux. Alors, tous ne font pas partie du Front National. Moi, c'est mon cas, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres. Donc, on a choisi, dans un premier temps, de subdiviser les responsabilités à l'échelon plutôt régional. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, moi, de mon côté, je suis responsable, du moins coordinateur pour le nord-ouest de la France. Il y en a d'autres qui sont responsables pour le nord, d'autres pour le nord-est, d'autres pour le sud-est, d'autres pour le sud-ouest, d'autres pour la région Île-de-France. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement du Grand Ouest au sujet du collectif Marianne. Mais la finalité, c'est aussi de lancer des sections départementales, parce que nous considérons que l'échelon départemental est très important, tout simplement. Alors, au présent, il y a aussi Jérémy, responsable du FNJ de la Haute-Vienne. Et donc, voilà, le Front National ensemble. Voilà, je fais juste la remarque en passant. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. La suite, peut-être vous commencez à avoir faim, midi passe. Cet après-midi, M. Dacier interviendra à 13h30. Je le rappelle pour le lycée technique et tout ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel. J'interviendrai encore l'après-midi aussi, d'une façon générale, sur l'école primaire.
peut-être apporter des solutions à ce qu'on a dit tout à l'heure, en tout cas des propositions pratiques et concrètes. Et puis enfin, M. Avello qui interviendra pour clôturer cette rencontre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non? Vous êtes tous très fins, j'imagine. Alors c'est parti.